Synthèse sur le cycle 3, étude du mouvement d'un solide. Première chose à savoir faire, c'est paramétrer un mouvement. Or, un mouvement est la composition de translation et de rotation autour d'un axe fixe. Il nous suffira donc de savoir paramétrer une translation et de savoir paramétrer une rotation autour d'un axe fixe. Première technique, ici, paramétrer un mouvement de translation. Je me prends le cas d'un mouvement de 2 par rapport à 1. Première étape, il va falloir lier un repère au solide S1. Pour cela, choisir un point fixe de 1 et une base orthonormée directe dont les 3 directions sont fixes par rapport à ce même solide. Je le note, R1 de A, X1, Y1, Z1. Ensuite, je vais chercher à lier un repère R2 au solide S2. Pour cela, je vais utiliser la même base que le repère R1. En effet, c'est ce qui caractérise le mouvement de translation. Je n'ai plus qu'à choisir un point fixe du solide S2, que je vais noter D, B, qui sera le point origine de mon deuxième repère. Mon deuxième repère est donc R2, B, X1, Y1, Z1, entouré, et ce qui est invariant entre ces deux repères. Si je veux caractériser le mouvement de translation, alors je n'ai plus qu'à écrire le vecteur déplacement AB, et ensuite, si j'ai besoin, donner le vecteur vitesse de B de 2 par rapport à 1, qui sera égal à la dérivée de AB par rapport au temps dans la base B1. Pourquoi je peux le faire? Parce que A est un point fixe de R1 et B est un point fixe de R2, donc ils sont des points fixes des solides, par construction. Deuxième mouvement à paramétrer, le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Je me donne comme exemple un mouvement de 2 par rapport à 1 avec un axe que j'ai noté AY1. Première étape toujours, lier un repère au solide S1. Pour cela, je vais choisir le point fixe, un point fixe de l'axe de rotation et une base orthonormée directe dont l'une des directions est la direction Y1. Je complète avec les deux autres vecteurs, j'obtiens R1, A, X1, Y1, Z1. Pour le solide S2, eh bien, je vais construire un nouveau repère utilisant l'axe, le même origine et la même direction commune à l'axe fixe. A, Y1. Et je complète avec deux autres vecteurs pour obtenir une base qui est liée à la première grâce à un angle de rotation θ. J'obtiens le deuxième repère que j'appelle R2, A de X2, Y1, Z2. Vous voyez encore dans les petits rectangles ce qui n'a pas changé, ce qui était resté invariant entre ces deux repères. À droite, on voit la figure de projection classique de mes deux bases. J'ai fait exprès de prendre comme vecteur normal Y pour me retrouver dans la situation qui est celle pour laquelle vous avez le moins d'habitude, c'est le fait que Z soit en abscisse et que X soit en ordonnée. Effectivement, le sens direct est de Z vers X. Autre chose, si on a besoin du vecteur vitesse angulaire de rotation, alors on va écrire que oméga de 2 par rapport à 1 qui est égal à oméga de la base B2 par rapport à la base B1 est tout simplement égal à θ point porté par la direction de la rotation, c'est-à-dire Y1. Bien, cinématique du solide, maintenant on va apprendre à dériver un vecteur dépendant du temps par rapport à une base. Pour cela on utilise la formule de Bohr. Cette relation est la relation fondamentale de toute la mécanique du solide. On pourra réussir à démontrer que toutes les relations qui vont venir plus tard pourront se démontrer grâce à cette relation-là. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la dérivée d'un vecteur U dans une base B1 sera égale à la dérivée de ce même vecteur dans une autre base avec un autre terme qu'on va rajouter qui est égal au produit vectoriel de oméga de B2 par rapport à B1 vectoriel U de T, ce même vecteur. Alors, comment on choisit ces fameuses bases? Eh bien, tout simplement en fonction de ce qu'on a, on peut dire que on a besoin de connaître la dérivée de ce vecteur U dans la base B1. Moi, il se trouve que le vecteur U ne s'écrit pas dans la base B1, sinon j'aurais fini, j'aurais plus qu'à dériver ses composantes, mais que le vecteur U s'écrit dans une autre base, qui est dans la base B2. Alors, eh bien, je peux écrire que la dérivée en U dans la base B1 égale la dérivée en U dans la base B2 que je peux calculer facilement, plus le produit vectoriel à droite. Conseil important, ne pas projeter vos vecteurs a priori. Une mauvaise démarche est de prendre le vecteur U, de le projeter dans la base B1,
et ensuite de dériver. Pourquoi? Parce que quand vous projetez, vous allez faire apparaître des cosinus et des sinus, donc vous allez doubler chaque terme avec des équations trigonométriques, et si vous avez deux projections, ben, vous doublez, puis quadruplez, et ainsi de suite. Et à la fin, vous avez des expressions qui sont très très lourdes et qu'il est quasiment impossible de réussir à interpréter. Autre chose, autre erreur classique, c'est lorsqu'on dérive la dérivée de u par rapport au temps, par rapport à la base B1, le résultat ne s'exprimera pas forcément dans la base B1. Il pourra s'exprimer dans une base B2, dans une base B3, dans une composition de différentes bases, mais le problème est terminé. Une fois qu'on a calculé les dérivées dans U, on n'a pas besoin de le projeter dans B1. D'accord? Donc, a priori, on ne projette pas, que quand on en a vraiment besoin. Point suivant, le vecteur vitesse d'un point d'un solide. Eh bien, pour ça, on peut dériver le vecteur position. Mais attention, cette habitude qui vient de la mécanique du point, c'est-à-dire que la vecteur vitesse est effectivement égale à la dérivée du vecteur position, ça n'est valable en mécanique du solide que si P est un point fixe du solide S. C'est-à-dire que tous les points où il y a un glissement relatif entre S1 et S2, eh bien, ne pourront pas être calculés, leur vitesse ne pourra pas être calculée avec cette relation. D'accord ? Alors, on a un outil beaucoup plus puissant et qui est valable, lui, tout le temps, eh bien, c'est l'utilisation des torseurs cinématiques et de la relation des champs de vecteurs. Alors, j'ai rappelé la définition et la notation du torseur cinématique, que je note torseur cinématique de 2 par rapport à 1, égale oméga de 2 par rapport à 1, vitesse en A de 2 par rapport à 1. J'indique le point A pour dire que c'est en ce point-là que j'ai donné les éléments de réduction. Et puis, si jamais je fais ce qu'on appelle la boîte à œufs, c'est-à-dire si je projette mes vecteurs, alors je suis obligé de dire dans quelle base j'ai projeté. D'accord ? Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ce torseur cinématique, en fait, j'ai la relation des champs de vecteurs, qui est caractérisée par ce torseur, où on va retrouver les éléments de réduction du torseur, vitesse en A et oméga. Alors attention, il faudra bien choisir les bonnes composantes et ne pas les intervertir, ce qui est là aussi une erreur classique. En dessous, j'ai bien montré que on travaille bien sur un mouvement. C'est vitesse en B du mouvement de 2 par rapport à 1 égale vitesse en A de ce même mouvement, plus BA vectoriel oméga du mouvement étudié. Voilà. Donc là, l'avantage, je n'ai aucune restriction d'usage. Je peux l'utiliser n'importe où, cette relation sera toujours valable. Ensuite, composition des mouvements. Alors, ces relations-là sont assez intuitives, elles ne vous posent pas de problème. On peut parler de la composition des mouvements grâce au torseur cinématique, ce qui montre bien qu'un torseur cinématique raconte le mouvement dans son ensemble, et on peut décomposer cette équation par les torseurs avec deux équations vectorielles, ce qui veut dire qu'une équation avec un torseur, potentiellement c'est deux équations vectorielles, ces deux équations vectorielles, chacune étant potentiellement aussi trois équations scalaires dans l'espace. Donc une équation avec un torseur va me générer 6 équations scalaires. On retrouve les deux compositions. Pareil, ce que j'ai voulu dire ici, c'est que c'est le mouvement qui change, mais le point P, lui, est le même. Théorie des mécanismes, donc là on est dans le chapitre 2. Liaison équivalente de liaison en série. Alors, une liaison en série, c'est lorsqu'on a un schéma de ce type-là. Vous voyez qu'entre 1 et 0, on n'a pas une liaison directe. On a la liaison entre 1 et 0 que par l'intermédiaire d'une autre classe d'équivalence, ici que j'ai noté 2. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce que je peux trouver la liaison équivalente 1-0 réalisée par l'association en série de ces deux liaisons, L de 1 et L de 0 ? Alors pour cela, il suffit d'appliquer une composition des vecteurs vitesse. Vitesse en 1 par rapport à 2 plus vitesse en 2, torseur cinématique de 2 par rapport à 0 sera égal au torseur équivalent de 1 par rapport à 0. Et je vais faire cette somme. Donc pour faire une somme de torseurs, je dois les écrire au même point et je dois les projeter dans la même base. Sinon je ne peux pas ajouter les composantes. Une fois que je me suis arrangé pour être dans la même base et au même point, alors je fais la somme tout simplement des deux. Je me rends compte qu'ici il y a un petit plus qui a sauté. Je vais les changer tout de suite. R1, R2. Voilà. Alors,
En fait, comment interpréter ça? Eh bien, ça veut simplement dire que une composante du torseur équivalent, vous voyez, sera nulle que si les deux composantes sont nulles. Ce qui veut dire que pour qu'un degré de liberté soit supprimé, il va falloir qu'il soit supprimé par les deux liaisons. Dès que l'une des liaisons autorise un degré de liberté, ça veut dire que la composante est non nulle, alors la liaison équivalente récupère le degré de liberté. Généralisation, on va généraliser ça, si jamais il y en avait plusieurs, en disant que c'est tout simplement la somme de tous les torseurs qui sera égale au torseur équivalent. Élément suivant, théorie des mécanismes, liaison équivalente de liaison en parallèle. Donc une liaison en parallèle, je vous ai fait un petit schéma ici à droite, vous avez deux classes d'équivalence et qui sont reliées par deux liaisons. Alors ça devient un petit peu difficile en termes de notation à les différencier, donc je l'ai appelé L1 de S2 par rapport à 0 et L2 de S2 par rapport à S0, et puis moi je vais chercher à déterminer la liaison équivalente réalisée par ces deux liaisons en parallèle. Alors pour cela, eh bien en fait, on va obtenir ce qu'on appelle l'équation de compatibilité. Ça veut dire que le torseur cinématique équivalent doit être égal à tous les autres torseurs, c'est-à-dire que tous les torseurs doivent être égaux. Si ensuite, pour réussir à ça, je vais me mettre dans la même base, toujours au même point, c'est toujours la même technique au niveau des torseurs, et donc du coup, je vais me retrouver ici avec l'égalité entre ces trois éléments. Donc, la composante ici, dans le torseur cinématique équivalent, doit être égale à toutes les composantes. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un 0 ? Eh bien, s'il y a un 0, ça veut dire que s'il y a une des liaisons qui supprime un degré de liberté, eh bien alors, pour que ce soit compatible, c'est bien le sens de cette notion d'équation de compatibilité, pour que ce soit compatible, il faut qu'il y ait des zéros partout. Donc, conclusion, dès qu'une liaison supprime un degré de liberté lorsqu'on a des liaisons en parallèle, eh bien ça supprime le degré de liberté pour toutes les liaisons, donc pour la liaison équivalente. Généralisation, eh bien en fait on doit avoir l'égalité de tous les torseurs des liaisons en parallèle. Point suivant, la notion de loi entrée-sortie. Alors, une loi entrée-sortie, c'est quelque chose dont on se sert beaucoup, qui va nous permettre de déterminer des relations entre des paramètres en sortie, des paramètres en entrée. D'accord ? Alors, je vous ai illustré ça avec un grand classique qui est le système Biel-Manivelle. En fait, j'aurais pu démarrer uniquement avec ce portion de graphe de liaison. À partir du moment où vous avez un graphe de liaison de ce genre-là, vous avez ici un cycle. Vous verrez ça un peu plus en deuxième année. On a un cycle, et comme on a un cycle, alors ce qu'on appelle, on peut faire une fermeture. Le plus simple ici, c'est de faire une fermeture géométrique. C'est la fameuse relation de Chasles. OB égale OA plus... encore une petite erreur que je vais corriger. Plus AB. Voilà. Donc OB égale OA plus AB. Et il suffit d'écrire ensuite OA qui est porté par X1, AB qui est porté par X2, faire éventuellement projection, et on va réussir à trouver les relations entre les deux. Ici, ce qui nous intéresse, c'est avoir le déplacement du piston ou du coulisseau en fonction de la rotation de la manivelle. Autre méthode, donc la fermeture géométrique est à préférée puisque c'est elle qui génère le moins de calculs, même si elle en génère déjà pas mal. Ensuite, il se peut que parfois elle n'apporte pas ce qui nous intéresse, notamment avec les problèmes sur les points de glissement, des choses comme ça. Alors on va utiliser la méthode un peu plus lourde qui est la fermeture cinématique, et on utilise la composition des torseurs cinématiques, et là on va écrire tous les torseurs au même point, dans la même base, faire la somme, et on va générer 6 équations différentes. Et donc dans ces cas-là, on va pouvoir là aussi espérer récupérer la loi entrée-sortie. Enfin, je termine par deux derniers éléments qui sont sur les deux vidéos précédentes. L'hypothèse de roulement sans glissement, ici, vitesse en I2 par rapport à 0 égale vecteur nul. Donc voir la vidéo sur le roulement sans glissement. Et le dernier point sur les transmetteurs, réducteurs à train simple. Et là aussi, voir la vidéo sur le réducteur à train simple. Voilà pour cette synthèse de cinématique.